Pour ce 7e atelier des métamorphoses, on a choisi un thème qui va peut-être en surprendre quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. On a choisi de discuter de l'homme augmenté en eau. La première notion, c'est l'homme augmenté. L'homme augmenté, vous en avez entendu parler. C'est un concept qui est apparu à la fin des années 90, au tournant du siècle et du millénaire, avec notamment la question des prothèses, mais aussi la question d'augmenter de manière digitale avec les nouvelles technologies, pour toujours répondre à cette quête existentielle de l'humanité qui est de dépasser les limites physiologiques, les limites biologiques de l'homme et de la femme. Donc ça, c'est un concept dont vous avez entendu parler. Le mélanger avec l'eau, c'est un peu notre métier ici à Haute-Paris, et c'est un peu notre occupation à l'atelier des métamorphoses, c'est de voir comment réagissent certains concepts, certaines notions, quand on rajoute eau à côté. Cette question d'adapter l'homme à une raréfaction, ou en tout cas un accès différent à la ressource en eau, c'est une question qui nous paraît au contraire très présente. Et c'est maintenant qu'il faut se la poser pour pouvoir s'y adapter. Est-ce que dans ce que vous imaginez, pour nous adapter à nos besoins en eau et à la raréfaction ou à la difficulté d'accès à la ressource, il va falloir qu'on s'augmente. Est-ce qu'il va falloir qu'on s'augmente nous-mêmes? Il va falloir qu'on s'augmente avec de la technologie. Est-ce que vous voulez commencer à lancer la réflexion à partir de ces questions très larges? Et donc, on est dans cet univers science-fictionnel, donc on est en pleine fiction, mais évidemment, la science-fiction, c'est fait par des humains pour des humains sur des bases de réalité quelque part. Et en fait, Frank Herbert, on est dans les années 60, à la base c'est un livre, il imagine cette planète désertique avec finalement, effectivement, des hommes augmentés en eau, surtout grâce à leur équipement, des espèces de combinaisons qu'il appelle des distilles. Et donc, il imagine des habitants de cette planète-là, fictive, équipés d'une sorte de suite, de panoplie qu'il appelle la distille, qui leur permet de récupérer, d'auto-récupérer, en fait, leur eau de transpiration, d'urine. C'est donc un équipement de recyclage portatif que les Fremen portent quasi en permanence et que l'auteur de science-fiction a hyper documenté. Lui, il a fait le choix de la techno. Est-ce que vous avez une explication sur le fait qu'il ait fait ce choix-là plutôt que de décrire une population locale qui s'est adaptée biologiquement à une vie sans eau ou à une vie avec très peu d'eau? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix-là? Alors, il a fait le choix de la techno, embarquée donc, mais aussi de l'adaptation comportementale. Parce que pour lui, la technologie ne va pas sans finalement l'écologie. Et on revient à cette espèce de vision globale de l'écosystème dunaire, avec un respect de l'environnement, avec des comportements de résilience associés à la rareté en eau, puisque ces Fremen, en fait, ils vivent pas en surface parce qu'il fait trop chaud, en fait. Ils vivent dans des espèces de réseaux souterrains, ce qu'on appelle, nous, en géologie, des karstes. Donc des réseaux, en fait, parfois très vaste, Christian connaît bien aussi, où l'eau est soigneusement captée, en plus d'être recyclée. Donc c'est pas que de la techno, c'est aussi de la socio. C'est ça. Quoi. Je pense que pour Herbert, en tant que, j'ai envie de dire presque écologue, en fait, avant l'heure, on est dans les années 60, pour lui, la technologie ne suffit pas. En fait, une technologie sans adaptation comportementale, sans adaptation tout court, ou alors biologique, ne suffit pas. C'est-à-dire que vous avez brossé le tableau de toutes les problématiques qui pouvaient s'opposer à nous aujourd'hui, climat et tout. Il y en a une, mais je pense que vous l'avez pas cité parce que c'est tellement votre quotidien qu'on en vient peut-être à l'oublier pour vous, c'est la pollution des eaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le climat qui va poser problème. C'est l'ensemble de la pollution environnementale aujourd'hui. Et la quantité d'eau aujourd'hui sur la planète qui n'est pas directement buvable par un humain dans des pays, ça devient un problème gigantesque. Donc la compétence qu'on va avoir de purifier cette eau, évidemment c'est votre spécialité, et on le fait merveilleusement bien dans une ville comme Paris, et ça faut s'en féliciter. Moi j'adore rentrer d'expédition et tourner un robinet et boire l'eau qui tombe du robinet. Non mais ça devient tellement habituel. Je sais que ici on le sait. C'est pas Jean-Sébastien qui va me dire le contraire en partant un peu partout dans le monde, mais je veux dire, quand on revient et qu'on a ce robinet d'eau,
on trouve ça normal. Mais en fait, c'est juste extraordinaire et absolument pas du tout la norme pour plus de 70% de la planète. Donc, c'est bien là qu'on voit la difficulté aujourd'hui pour la technologie pure de résoudre le problème de l'eau. Donc, quand on parle d'homme augmenté en eau, évidemment, on doit continuer la recherche technologique, on doit trouver des solutions de purification, on doit trouver des solutions de récupération, on doit trouver peut-être des solutions de distill. Mais je crois que le mot a été dit tout à l'heure quand on a parlé de dunes, ça ne peut pas être que de la technologie, c'est du comportement. Maintenant, on emmène des humains dans des températures et des systèmes climatiques qui seront ceux plus ou moins prévus en France en 2050. Donc si on prend Marseille, on parle de 48 degrés. Ouais. Voilà. Donc 48 degrés, ça commence déjà à faire chaud. Hein. C'est-à-dire que plonger des gens qui vivent ici à Paris à 48 degrés, tout le monde me dit « Oh, mais attends, moi j'ai déjà connu 40 degrés à Saint-Tropez. » Oui, non, ne confondons pas. Ne confondons pas un petit pic de quelques secondes et 48 degrés à l'ombre, hein, bien sûr. Quand on parle de température, on parle toujours à l'ombre. Donc on fait ce travail. Et c'est là qu'on voit que... Pour mémoire, Paris, record de température 2017 ou 2019, je ne sais plus, 42,3 degrés. 42,3 à l'ombre pendant exactement 2,7 secondes. Voilà. Ah oui. Ce qu'on constate évidemment quand on arrive dans ces territoires, c'est que nous ne sommes pas prévus pour ça. Malheureusement, beaucoup d'expériences sont menées évidemment sur la compétence humaine à faire face à des conditions nouvelles, mais on fait ça sur des astronautes, sur des militaires, sur des gens ultra entraînés. Or, notre futur, c'est que l'ensemble de la population va devoir s'adapter à des nouvelles conditions de vie. Et ces nouvelles conditions, elles peuvent venir du climat, mais elles peuvent venir aussi, je pense que l'Ukraine sait bien aujourd'hui ce que ça veut dire, des nouvelles conditions de vie. On est vraiment là-dedans. Oui, c'est-à-dire que ce basculement d'un état où vous êtes bien à un état où tout se transforme. Et la question, c'est comment vous recréez un état où vous êtes bien. Une fois, évidemment, qu'on a enlevé l'ennemi, si c'est en Russie. Donc tout ça, on travaille là-dessus. Alors si on doit revenir à l'eau maintenant, il y a une chose qui est très claire, et il ne faut jamais l'oublier. Et je crois que je trouve ça toujours étonnant comme c'est peu cité. D'abord, l'eau, c'est quand même le deuxième élément, après l'oxygène, le plus fondamental pour le corps humain et d'ailleurs quasiment tout corps vivant. Ça veut dire qu'en 3 jours à peu près sans eau, un humain, à quelques exceptions près, il devient totalement inefficace et souvent on rentre en zone mortelle. L'eau, ça touche strictement l'ensemble de nos cellules, qu'elles soient dans le cerveau, qu'elles soient dans les pieds. Chaque cellule a besoin à un moment donné de recevoir un apport en eau. C'est-à-dire que quand vous souffrez de la soif, et ça malheureusement je l'ai bien connu, vous êtes dans un état de douleur absolu. Il n'y a pas une cellule de votre corps qui ne vous fait pas mal. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler, parce que des gens qui aujourd'hui souffrent de la soif dans le monde, il y en a des millions, et ces gens-là souffrent au quotidien. Et s'il y avait des solutions parfaites quelque part pour leur apporter de l'eau, on le ferait évidemment, et malheureusement ça n'existe pas, et toute la question aujourd'hui c'est, je n'ai aucune croyance que nous allons pouvoir nous adapter biologiquement. En tout cas, il faudrait l'évolution de l'espèce, c'est pas alors c'est pas ça que je vais d'apprendre, l'évolution de l'espèce est énorme, donc ça prendrait trop de temps. Technologiquement, on a quand même beaucoup de temps, on va peut-être arriver à des choses. Donc la troisième adaptation, qui pour moi est la vraie adaptation, la vraie compétence de l'homme augmenté, c'est l'éducation, le comportement. Et là-dessus, on a un boulot phénoménal à faire, chez nous, dans la manière d'utiliser l'eau, et puis ensuite, comment est-ce qu'on va aller ramener et protéger l'eau des territoires où ils en manquent. Alors peut-être une question alors justement qui fait référence à un univers fantasmé où on se dit la volonté de l'homme est illimitée. C'est beau. Vous y faisiez référence, mais peut-être que pour vous donner l'occasion de le redire. Alors est-ce qu'on peut, en travaillant sur son mental, pas se passer d'eau complètement, mais transformer complètement son besoin en eau? On peut faire des choses. C'est sûr que le mental est extrêmement puissant. Et puis, on est d'abord des systèmes mentaux. Et c'est pour ça que la force physique, il faut vraiment l'oublier. On me demande souvent la différence entre les femmes et les hommes dans ces territoires-là. Il n'y en a pas. C'est la compétence mentale qui va faire la différence. Mais il faut rester très, très réaliste. Dans des conditions extrêmes, l'eau reste un problème majeur, comme l'air. Et s'il nous manque un de ces deux éléments, il est très difficile de maintenir la survie. Et est-ce que du coup, est-ce que l'eau est un acteur? Est-ce que c'est un actant? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une variable de l'environnement? Est-ce que c'est une variable qui est quantitative ou qualitative? Et comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on fait la somme des représentations qu'on a tous vis-à-vis de l'eau? Et comment est-ce qu'on crée une représentation qui soit communément partagée au niveau politique pour avoir un début d'action
et permettre d'éduquer, mais aussi de s'assurer qu'il y ait un cadre juridique et politique qui permette de s'assurer que vraiment les actions qui sont nécessaires, ou qu'on considère en commun comme nécessaires, sont vraiment respectées. Et puis je voudrais revenir sur le terme d'adaptation, parce qu'en biologie de l'évolution, tout dépend du contexte. Si vous êtes en contexte darwinien, l'adaptation, elle n'existe pas. En fait, l'évolution, c'est une apparition constante de modifications et la sélection naturelle retient ou pas des formes de vie. Donc l'adaptation, c'est une vision... Donc on oppose adaptation et sélection d'une certaine manière. En fait, l'adaptation en contexte darwinien est presque une vision anthropocentrique des mécanismes évolutifs, parce que l'adaptation, finalement, c'est un regard un peu finaliste en se disant « Ah, mais finalement, un organisme est bien adapté ». Non, il se trouve que l'organisme est dans ces conditions-là, à un temps T, dans un espace donné. Ça sous-entend qu'il y a un but, or l'évolution n'a pas de but. C'est ça. La technique toute seule, ça marche pas. On est dans la science-fiction et de toute façon, il faut de l'adaptation comportementale, il faut de la vie sociale et il faut une réflexion écologique. Ça, c'était le temps 1. Le travail de l'homme sur lui-même, l'ascèse, la force du mental, ça trouve quand même une limite organique évidente. On s'adapte, mais on s'adapte trop lentement. On reviendra aussi sur la question de l'épigénétique dans quelques instants. Donc moi, j'ai envie de dire, accélérons tout ça, et puis allons modifier le programme initial, le programme originel dans nos cellules. Puis comme ça, on fait des organismes qui ont besoin de moins d'eau. Alors, on va éviter la question des génomes humains. On y viendra peut-être un peu quand même. On va se laisser tenter. C'est dommage. C'est dommage. Mais on va d'abord vous interroger, Guillaume, sur justement ces technologies qui permettent maintenant, avec une certaine facilité, de travailler sur le génome, CRISPR-Cas9. Ce que je voudrais vous demander d'abord, c'est de le définir, de me dire ce que c'est et comment ça marche. Alors, très simplement, je ne sais pas si on peut dire que c'est simple, mais c'est vrai que là où je vais être très aidé, c'est que depuis les 2 dernières années, avec la pandémie, on s'est resocialisé en fait à tout ce vocabulaire du génome, des variants, des mutations, des virus. On a beaucoup parlé. Il y a tout un travail qui a été fait par les journalistes, les scientifiques, les politiques. Et voilà, exactement, la PCR, qui était un truc qui était réservé au domaine qui était dans le laboratoire et qui est sorti du laboratoire. C'est devenu une sorte de virus sémantique parce que ça a changé nos vies, ça a changé le monde social, ça a changé le monde vivant aussi. Donc on s'est resocialisé à tout ça. Donc si vous avez des souvenirs de 3e, voilà, ça a un peu remis un peu un niveau général sur ces questions-là. Et donc d'où l'image d'édition du génome par CRISPR, qui est finalement simplement le ciseau, entre guillemets, le ciseau moléculaire, autre métaphore qu'aiment bien les biologistes. On va réparer la fracture sur la base d'un modèle qu'on va amener. Ce qui ne veut pas dire que ça se passe à chaque fois. Quand on fait ça sur des bactéries, c'est relativement facile parce qu'on peut faire ça. On fait ça sur des milliers, des millions de bactéries et on sélectionne celles qui ont pris la modification. Sur des cellules de mammifères, sur des cellules de plantes, c'est beaucoup plus difficile. Notamment, comme vous le savez, les plantes ont un génome qui peut être beaucoup plus large que le nôtre et peuvent avoir beaucoup plus de chromosomes, donc beaucoup plus de versions potentielles d'un même gène. Pour l'humain, on est diploïde, donc généralement, si on est homozygote, on a une version. Si on est hétérozygote sur ce variant, on en a 2. Le blé, il peut être facilement hexaploïde, donc ça fait 6 versions. Il faut espérer, quand on est allé couper, quand on est allé casser ces versions, qu'on a coupé les 6 et que les 6 sont réparés. La méthode, l'utilisation de CRISPR, ça permet de manière relativement facile de suggérer à la cellule de se réparer d'une certaine manière pour provoquer une mutation. C'est globalement ça. C'est l'idée. Alors, c'est l'idée qu'on va casser déjà un endroit qu'on espère être relativement précis, et après on espère qu'elle va se réparer d'une façon qui va avoir un intérêt pour nous. C'est plutôt ça. La question de l'eau va revenir évidemment sur la question, parce que si c'est une technique qui permet, par rapport à d'autres techniques, de rendre des espèces plus tolérantes au manque d'eau ou à un stress hydrique particulier ou de température à un moment, sur une période, dans son cycle de production, ça pourrait avoir un avantage et ça pourrait justifier une redéfinition de l'équilibre entre le bien commun et la perception d'un risque ou d'un problème.
Alors, justement, parce que ça a l'air d'être un peu la recette miracle, enfin, en tout cas pour le végétal, pour la production agricole, qui est quand même un enjeu essentiel. Et puis, encore une fois, le contexte récent nous montre qu'on n'est jamais à l'abri complètement de difficultés sur les questions d'approvisionnement alimentaire. Ça a l'air génial. Pourquoi est-ce que l'Union européenne, par rapport à d'autres zones de la planète, aborde ces questions-là avec autant de réticence? Alors, c'est une très bonne question et peu de gens ont la réponse. En réalité, il y a d'autres questions qui sont elles aussi politiques et sociales derrière. Une des grandes questions, c'est du coup à qui appartient la plante? Qui a le droit de semer? Quels sont les engrais qui peuvent être utilisés? Est-ce que finalement tout ce qu'on mange, tout ce qu'on consomme aujourd'hui est le fruit du travail, d'un travail millénaire de paysans, d'agriculteurs qui ont fait ce travail de sélectionner les plantes ou les plants qui avaient le plus de production, qui étaient les plus intéressants pour l'usage de consommation que leur société en faisait, et les ont replantés année après année, génération après génération, siècle après siècle. Aujourd'hui, est-ce qu'il est légitime que quelques groupes qui ont la capacité technique de faire ça, parce que ça coûte très cher et qu'il faut générer énormément de plants, les entretenir, etc., est-ce que les stratégies qui peuvent être prédatrices, et on en a connu dans l'histoire récente, de ces grands groupes, justifient de protéger leur marché et de rendre dépendants nos productions agricoles d'une espèce de monopole ou d'oligopole des capacités à produire ces plantes-là? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question est que, aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des plants qui, par ces techniques, deviennent résistantes ou ont un véritable avantage? La réponse est pour l'instant pas vraiment. Il y a un défaut de produit, c'est probablement une des raisons de la difficulté de la mise à l'agenda de ce sujet-là au niveau politique européen, voire global, c'est que pour l'instant, la seule, à ma connaissance, je pense que je suis plutôt bien renseigné sur ces questions-là, il y a une tomate qui a été mise sur le marché au Japon, dans le plus grand des silences, et qui n'a pas de... Non, mais dans le sens où ça n'a pas fait une déflagration médiatique, et la tomate est probablement bonne, mais elle n'a pas l'air bien meilleure que les autres, et elle n'a pas vraiment d'intérêt particulier. Et on a déjà connu ça. En fait, à Berkeley, la grande histoire que les sociologues rappellent souvent, c'est que au début des années 90, à Berkeley, des chercheurs ont créé cette tomate qui s'appelait le Flavor Savior, quelque chose comme ça. Ils l'ont mis sur le marché. Donc c'était une tomate avec un transgène qui était un peu plus rouge, était un peu plus savoureuse que les autres, et qui a été un complet échec commercial parce que les gens ne faisaient pas la différence dans la façon dont ils la consommaient. Et elle était plus chère à produire et n'avait pas d'avantage de marché comparatif qui justifie son coût. Il y a des guerres de pouvoir. Finalement, ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où, finalement, la technique existe et pose des problèmes déontologiques ou éthiques, en fait. On peut le faire, ok, on peut le faire, même si, effectivement, il y a un certain pourcentage de réussite qui n'est pas forcément bien explicité au niveau journalistique ou autre. Théoriquement, on peut le faire, on peut... dans un contexte de science-fiction, injecter, je dis n'importe quoi, du CRISPR-Cas9 de tardigrade à Christian pour qu'il continue... Moi, c'est déjà fait, Bon, mais est-ce que c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire aussi? C'est toute la question et le lien entre déontologie éthique d'une part et puis technicité, en fait, de l'autre. Toute accélération du temps a un coût économique, écologique et humain, mental, cognitif. On ne peut pas accélérer quelque chose sans qu'à minima un de ces trois, et souvent les trois, soient impactés. Et c'est vraiment la question qu'on doit se poser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de l'accélération, de vouloir modifier des systèmes pour les créer plus résistants à un futur, qu'on est en train de créer parce qu'on n'arrête pas d'accélérer tout le reste qui n'aurait pas besoin d'être accéléré. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sort de cette grotte, et le premier truc que je vois, qui n'existait pas avant que je rentre, c'est pour dire que c'est écrit, c'est livraison en 10 minutes. Je veux dire, on en arrive à cette aberration de penser qu'on doit accélérer à tel point qu'il faut que tout se fasse instantanément. Et je trouve que la notion du vivant, aujourd'hui, on a un peu le même regard sur le vivant. On se dit, on doit changer instantanément. Et ça n'existe pas. À part peut-être une manipulation génétique
Et encore, parce qu'on le voit bien, hein, c'est pas si simple, il faut arrêter cette volonté d'instantanéité. Et je crois que c'est fondamental, parce qu'encore une fois, je le répète, et c'est fondamental à comprendre, toute accélération a un coût social, écologique, économique. Vous pouvez nous dire pourquoi 40 et pas 38 ou 50 ou... Alors pour plein de raisons. Budget. C'est-à-dire non, alors oui, bah, il y a ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas mal de travaux qui ont été menés sur différentes populations en transformation ont montré que pour passer d'un état à un autre, et encore une fois, je parle bien de passer d'un état à un autre, je ne parle pas d'adaptation là. C'est-à-dire que pour parvenir à se stabiliser dans un nouveau système de vie, il faut à peu près 35-36 jours. L'histoire humaine s'est fondée sur 40 jours. Et étonnamment, ou justement pas étonnamment, toutes les grandes cultures sociétales ont eu la notion de 40 jours comme le passage d'un état à un autre. Hein. Ce soit, dans le christianisme, on connaît ça très bien, dans la religion musulmane aussi, avec les 40 jours dans la grotte de Mohammed. On connaît ça très bien pour le Bouddha, qui a passé 40 jours à lutter contre le mal. Ce qu'on sait moins, c'est que des religions comme les Zoroastriens, 5000 ans avant Jésus-Christ, avaient déjà un déluge de 40 jours, que des populations hindouistes ont aussi la notion de 40 jours. Donc on voit bien que cette notion-là de 40 jours a été observée par tous nos ancêtres comme étant un état de transformation. Donc au moment de choisir nos durées, on a choisi ça. Est-ce qu'on ne peut pas, pour adapter l'homme à une ressource en eau différente, essayer d'influencer, pas de manière très technique, mais de manière environnementale, on va dire, à son adaptation à une ressource en eau plus rare ou plus difficile d'accès, ou de moins bonne qualité, parce que c'est une question de qualité d'eau que vous citiez, Christian, tout à l'heure, et c'est la question de l'épigénétique. Alors, est-ce qu'on peut je ne suis pas sûr de bien la comprendre, donc je vais redemander à quelqu'un de la définir. Je ne sais pas qui veut prendre, peut-être Guillaume. C'est non pas ce qu'il y a dans le génome, mais dans son expression. Donc, le génome s'exprime. Les scientifiques disent que l'ADN se méthyle, que voilà, il y a des modérations, des modulations d'expression qui font que suite à certaines circonstances environnementales. Même génome, expression du génome différente. Voilà, il se passe des événements et qui peuvent être internes, endogènes ou exogènes, mais il se passe quelque chose qui fait que les cellules vont produire des protéines qui vont être différentes, ou à différents moments, il va y avoir différentes choses qui vont se passer à génome constant. Bon, et il se trouverait que malgré ce génome constant, cette modulation pourrait se transmettre à travers les générations. Donc il faut prendre énormément de pincettes quand on a recours à ce type d'argument parce que très vite, il devient politique. Très vite, il y a des gens qui vont exprimer des différences sociales ou des différences physiologiques du fait de l'expérience politique récente. Et voilà, donc il y a des équipes, typiquement aux États-Unis, qui travaillent sur ces questions-là, sur le fait d'expliquer que certaines populations sur le territoire américain ont un taux d'emprisonnement qui est différent des autres. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient subi des traumas historiques qui auraient modifié leur génome et qui les auraient, pour une raison physiologique indéfinie, les rendraient plus agressifs, plus violents, etc. Donc, on voit tout de suite le risque. C'est clairement, voilà. Donc c'est juste une parenthèse pour expliquer que c'est vraiment, faut faire très attention dans la façon dont on manie le langage au niveau de cela, qui est très vite sorti de son contexte scientifique. On peut se poser la question on commence à sentir quand même que pour pouvoir faire évoluer un système humain, un humain en tant que personne et une société, un système humain, il va falloir générer des sensorialités complémentaires qui permettent de comprendre une situation nouvelle. Difficile de faire comprendre à une personne qui n'a jamais vu un arbre pourquoi il faut protéger une forêt, par exemple. La question peut se poser dans quelle mesure certaines expériences sensorielles vécues par des groupes populationnels pourraient influer d'autres groupes populationnels. Est-ce que des situations vécues par des parents peuvent avoir une influence sur les enfants ? Toutes ces questions-là peuvent se poser aujourd'hui dans un contexte où effectivement il va falloir réussir le défi, une quadrature du cercle extraordinaire, que de parvenir à faire changer des sociétés entières par rapport aux problèmes du futur. 8 milliards de personnes potentielles. Et évidemment, si j'arrive assez facilement à emmener une personne vivre une expérience particulière pour la faire comprendre, j'aurais du mal à emmener tout le département du 93 dans la même forêt pour la faire la même expérience. Et pourtant, ces personnes ont autant le droit que n'importe qui à comprendre l'évolution, le besoin, et sont pas moins capables que n'importe qui de le comprendre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questionnements, mais elles doivent rester vraiment au stade
extrêmement primaire du questionnement. C'est-à-dire qu'on est très, 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 très loin de pouvoir utiliser ça, bien entendu. On commence à sentir qu'il y a des choses qui se passent, que les sensorialités peuvent avoir des évolutions, mais là où c'est vrai que c'est complexe, c'est que ça peut très vite être récupéré de manière un peu difficile. Ouais, si je tire un tout petit peu le fil, on voit qu'il y a quand même un lien entre ce que vous disiez, Christian, sur le fait que l'éducation est une des réponses à apporter à tous les défis en général, mais en particulier à celui d'un monde avec une eau différente ou une eau moins abondante et moins accessible. Ces réflexions autour de l'épigénétisme et le lien entre les deux, ce serait un peu l'expérience sensorielle. La difficulté qu'on peut avoir, c'est de mettre des proportions suffisamment fortes d'une population donnée dans une expérience sensorielle de ce que va être leur condition d'existence future pour les aider à comprendre, forme d'éducation, puis progressivement adapter les comportements, forme d'éducation sociale, on va dire, puis peut-être, in fine, à adapter l'expression génétique. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Alors, c'est vrai que là, on rentre aussi dans le... C'est difficile parce que, comme tu le disais, c'est vraiment très, très récent. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure ça s'exprime vraiment. On ne sait pas si ça s'exprime suffisamment dans toutes les cellules qui permettent de l'exprimer pour créer une information. Donc, c'est vrai que c'est à la limite, faut juste ne pas transformer ce concept-là comme une sorte de nouvel artefact technique qui viendrait remplacer ou se substituer à ce qui est vraiment nécessaire, qui est l'éducation, qui est la création d'espaces comme celui-ci, où on peut échanger et on peut commencer à créer des futurs en commun, mais avec des règles, avec de la cognition, avec du langage. Si on commence à mettre la capacité d'utiliser des nucléases ou des expériences, les expériences sont probablement beaucoup plus efficaces en termes de ce qui va être transmis par le langage, par les gens qui les ont vécus à leur entourage. C'est beaucoup plus que l'effet épigénétique dans 3 générations. C'est ça qui vraiment fait le cœur et la valeur de l'expérience aussi. Absolument. Ouais. La vraie question que nous on se pose, et qui rejoint un peu maintenant cette thématique de l'eau, c'est comment va-t-on faire évoluer une population de manière globale et non pas de manière individuelle face aux grands défis du futur quand on sait que depuis les années 50, toutes les informations dont on parle aujourd'hui, on les connaît. Nous, on fait un travail qui se dit, mais qu'est-ce qui fait que quelque chose rentre dans la population est suffisamment compris pour que ça rentre dans la culture populaire. On considère que quand les grandes figures populaires, les acteurs par exemple, commencent à s'emparer d'un sujet, on peut considérer qu'il est suffisamment connu pour être entré dans l'air du temps. Eh bien, Louis de Funès, sur Antenne 2, 1955, parle des problématiques du manque d'eau, parle des problématiques de la biologie, parle des problématiques du réchauffement climatique et des pollutions des sols. C'est une vraie question. 1955, vous êtes né l'année où Dumont, qui se présente à la présidence de la République, prend un verre d'eau pour dire ça, c'est la ressource qui va nous manquer. Donc, c'est pas du tout nouveau. Et pourtant... Ah oui, pardon, j'ai donné votre âge. Non, mais c'est pas vrai. Non, et non, pourtant, c'est pas grave. Et pourtant, on a toujours encore du mal à s'emparer de ces sujets. Mon institut, mais là c'est plutôt moi, donc je ne vais pas impliquer tous les scientifiques qui travaillent dedans, parce que chacun évidemment a son propre travail, et je veux dire, on n'a pas forcément tous les mêmes idées, mais je considère qu'une des raisons de ça, c'est qu'au fil de ces mêmes années de compréhension de cette notion-là que la science nous a permis de comprendre, cette même science nous a permis de devenir ultra technologique et qu'on a déconnecté de plus en plus dans cette même période l'humain de sa réalité environnementale. Donc en fait, on a une sorte de double courbe entre à la fois une compréhension d'un vrai problème et une déconnexion de plus en plus grande qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'on a toutes les informations, on n'est plus capable de les comprendre. Tout ça pour dire que pour l'eau, ce sera peut-être là aussi une des solutions. Ce qui nous paraît impossible de la capacité de la gestion en commun au niveau international des ressources d'eau et l'établissement de protocoles qui passent évidemment par un comportement des puissances publiques, mais aussi individuelles, évidemment. Ce nivellement-là, oui, cette espèce d'éducation humaine, universelle, sans reprendre l'universalisme auto-fantasmé français, mais le fait de se mettre d'accord autour d'une valeur qui est que l'eau a une valeur dans son usage qu'on en fait au niveau industriel, au niveau individuel, au niveau agricole. Ça paraît impossible, parce qu'on nous a appris que c'était impossible, moi le premier, mais au vu de la façon dont le monde se transforme, c'est peut-être la ligne de fuite qui nous permettra, qui nous rétablira dans notre capacité d'action. Même les personnes en Chine qui vivent, ils n'ont pas envie de se faire détruire par une planète qui est en train de mourir. Donc cette question, elle est prégnante
partout, elle n'est pas forcément de la même niveau de compréhension, mais les choses peuvent aussi aller très vite dans l'éducation. Encore une fois, si on peut changer un système en 40 jours, je ne dis pas qu'on peut changer une population en 40 jours, c'est par l'éducation, ce n'est pas mon propos. En une génération ? Mais on peut en tout cas, moins d'une génération. Il y a des exemples très clairs de changement de système éducatif qui en 5 ans ont changé totalement le système fonctionnel d'un pays. Alors vous allez me dire, on n'a pas 5 ans. Et je vais dire à côté de ça une chose importante. Il est très dangereux aussi de dire qu'on n'a que 3 ans. Parce que tout le monde sait qu'en 3 ans, on n'aura pas tout changé. Et le système du cerveau humain est ainsi fait que s'il considère une chose impossible, il l'abandonne. S'adapter, c'est peut-être réfléchir aux conséquences, exactement, et on boucle la boucle avec Frank Herbert qui disait finalement l'écologie, c'est anticiper les conséquences. Existe-t-il des populations sur Terre dont les besoins en eau sont moindres par rapport aux sociétés occidentales ? Donc plutôt que d'aller chercher des exemples chez les crabes ou autres espèces différentes, plutôt que d'essayer de mettre du génome de tardigrade dans le génome humain, est-ce qu'on ne peut pas juste imiter des sociétés où on a l'habitude de vivre avec moins d'eau ? C'est clair que c'est comme pour l'énergie. Il y a des tas de sociétés qui vivent avec beaucoup moins. Nous, on est quand même arrivé, comme beaucoup de choses, à une forme d'aberration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux boire dans mes toilettes quand même. Non, mais oui, la chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Voilà. Donc, alors, je ne vais pas vous critiquer là-dessus, parce que c'est grâce à vous. Mais c'est vrai que, évidemment, on consomme une quantité d'eau phénoménale. Et je rappelle quand même qu'une des premières causes de pollution des eaux, c'est ce que nous portons sur nous, c'est nos vêtements. C'est-à-dire que la quantité d'eau utilisée pour fabriquer des vêtements est phénoménale. Donc, rien qu'en réfléchissant son achat de vêtements, on a un impact gigantesque sur la problématique de l'eau, par exemple. Donc, il y a des tas de choses comme ça qu'on peut faire. C'est un thème qui avait été fortement abordé par Emma Aziza dans l'atelier qu'on avait fait sur la croissance sobre. Merci. C'est la consommation d'eau importée. Ouais. C'est clair qu'on surconsomme en général, en fait. Voilà. Et plus on est en contexte en fait, d'hyper-technicité, plus on surconsomme. Et inversement, finalement, les autres populations qui peuvent servir d'exemple, en termes de consommation, de moindre consommation, ce sont finalement les populations qui vivent en tout cas les plus près et dans leur environnement en fait naturel. Et on trouve aujourd'hui, moi je suis venu en métro aujourd'hui et j'ai vu une publicité disant si vous achetez un smartphone reconditionné, vous économisez 68 000 litres d'eau. Pareil. Et ça, c'est très intéressant de faire ce marketing. Donc ça rentre aussi dans la culture populaire et dans l'échelle de valeur de reconsommer des objets qui ont déjà été produits. Et ça peut changer vite. Et ça peut changer vite. Une bonne campagne, effectivement, communicationnelle dans ce sens-là. J'ai vu exactement le même genre de pub. Mais économiser de l'argent, mais aussi de l'or, du copal, des terres rares, c'est la même, probablement la même marque. Acheter un portable, enfin votre prochain portable sera reconditionné. Reconditionné. Tout à fait. Donc en recyclant, déjà, on baisse notre taux de consommation. En réparant, en recyclant. Le vrai homme augmenté, c'est l'homme éduqué. Et l'éducation, c'est l'homme, l'humain, et tous les humains sont intelligents. Et prendre le temps d'expliquer à un humain, c'est lui faire comprendre et c'est possible pour tout le monde et c'est jamais du temps perdu. Moi, je pense que des choses très concrètes doivent être mises en place. Pourquoi pas imaginer que les factures aujourd'hui de l'eau donnent des indicateurs très précis sur ce qu'a coûté ce litre d'eau que vous avez bu, cette quantité d'eau que vous avez bu. Pourquoi pas organiser la journée de l'eau où on ferait porter à une personne en une journée tout ce qu'elle consomme en eau en une journée pour bien réaliser ce que ça veut dire, ce poids en eau, parce que finalement, on devrait peut-être parler... Y compris la consommation indirecte. Y compris la consommation indirecte, avec ce que veut dire pour une personne française aujourd'hui la consommation en eau. Je crois qu'il faut trouver des systèmes très, très pédagogiques pour amener les personnes à simplement comprendre ce qu'on a un peu oublié. C'est comme quand on va à l'hôpital aujourd'hui, on en ressort, on ne sait même pas ce que ça a coûté, du coup, on se dit que c'est normal. Non, ce qu'on a aujourd'hui dans nos pays, qui doit être évidemment challengé, remis en question, poussé à l'extrême. Ce que vous offrez aujourd'hui aux personnes d'avoir de l'eau potable, c'est rare et dans l'histoire de l'humanité et dans le fait sur notre planète aujourd'hui. Et il faut vraiment qu'on en ait conscience parce que c'est un bien précieux et forcément on doit le comprendre pour le protéger. Merci beaucoup à toutes et à tous. Très bonne fin de journée et bonne fin de semaine. Au revoir. Et merci à nos invités évidemment. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.